Qui n'a pas rêvé un jour de partir en vacances sur l'une des 1200 îles qui composent l'archipel des Maldives, un archipel entouré de barrières de coraux? Comme on le voit sur cette image, ces îles sont parfois situées à moins d'un mètre au-dessus du niveau de la mer. Elles sont menacées de disparition à cause de la mort des coraux qui est provoquée par l'acidification des mers et leur réchauffement. Les coraux avaient donc un rôle dans la biodiversité puisqu'ils accueillent un certain nombre de petits organismes, mais également un rôle de régulateur. Ils brisent les vagues et donc ils empêchaient les îles d'être submergées. Si ils disparaissent, les îles des Maldives sont donc également menacées de disparition et leurs habitants de devenir des migrants climatiques. Cet exemple illustre donc bien le rapport entre les sociétés et leur environnement et des équilibres fragiles qu'ils entretiennent. En effet, on le voit, la société risque de disparaître à cause de la disparition de son environnement et inversement, cet environnement disparaît en raison du réchauffement climatique qui est dû aux sociétés et à leur action. Je pensais faire cette vidéo autour de la question comment surmonter la catastrophe climatique qui nous attend, mais c'est un petit peu catastrophiste. Il vaut mieux se poser plutôt la question du pourquoi les sociétés doivent-elles entrer en transition. Nous le ferons en 3 parties. D'une part, l'impact des sociétés humaines sur l'environnement, puis la nécessaire transition écologique, et nous évoquerons enfin les quelques résistances à cette transition. Si l'on rapporte l'histoire de notre planète à une journée de 24 heures, l'homme est apparu dans les 5 dernières secondes et l'époque industrielle, celle qui est aujourd'hui cause du changement climatique, serait apparue dans les 2 derniers millièmes de seconde. Donc finalement, dans un temps très court, on a créé des grosses modifications de la planète. Alors, l'impact de ces modifications est important parce qu'aujourd'hui, on est 7,5 milliards d'êtres humains qui peuplent la planète et en 2050, on sera près de 10 milliards. Le mode de vie des humains, notamment celui des plus riches, pèse de plus en plus sur les ressources et provoque leur diminution au point qu'elles ne sont plus capables de se renouveler. En effet, chaque année, le jour du dépassement mondial ne cesse d'avancer. Il est passé des mois de septembre dans les années 90 au mois de juillet l'année dernière, et ce n'est qu'en raison du coronavirus et des 3 mois de confinement de l'essentiel de la planète que ce jour a reculé en 2020 de 3 semaines. Cet impact des sociétés humaines sur l'environnement est tel que l'on parle aujourd'hui d'anthropocène, c'est-à-dire l'ère des hommes. Bien qu'encore discutée par les scientifiques, cette notion forgée au début des années 2000 par M. Crutzen signifie que les êtres humains dans leur ensemble constituent une force aussi importante que purent l'être les forces géologiques agissant sur la planète de façon globale. En effet, jusque-là, on était dans l'Holocène, et donc certains parlent désormais d'Anthropocène. En bref, le poids des sociétés dans l'environnement est devenu si important qu'il a commencé à changer de manière irréversible la planète, provoquant le réchauffement climatique, la déforestation et conséquence directe, la diminution de la biodiversité, comme on peut le voir sur cette image, où on a un exemple de manchot qui est en train de disparaître, mais également de toutes les espèces. On voit que 66% des espèces d'Amazonie et de Guyane, mais aussi 56% des espèces méditerranéennes, etc., qui sont aujourd'hui menacées de disparition. Par ailleurs, la multiplication des catastrophes naturelles à un rythme de plus en plus important nous laisse entrevoir les difficultés auxquelles nous aurons à faire face demain. En effet, on vient de le voir, on a un certain nombre de problèmes, et notamment donc le réchauffement global qui est dû aux gaz à effet de serre. Cela provoque la réduction de la banquise, la fonte des glaciers, affecte les espèces et cause de la montée des océans, qui sera aussi une des causes de la disparition de beaucoup d'îles. On a également des catastrophes liées à des typhons qui se multiplient de plus en plus. Et on l'a vu également récemment, les incendies qui sont dus à trop de sécheresse. La rapidité des rythmes d'évolution de ces perturbations pose la question de la capacité d'adaptation des sociétés humaines. Les personnes les plus vulnérables, les pays les moins développés, incapables de surmonter les coûts de cette adaptation, en sont les premières victimes.
On pourra le voir par exemple avec le Bangladesh et les migrants climatiques, là aussi, qui sont obligés de partir à cause de la montée des eaux et du fait qu'ils habitent sur des îles ou près de la côte. Tout cela fait que la transition écologique est nécessaire. Depuis longtemps déjà, les scientifiques alertent sur la nécessaire protection de notre écosystème. L'écosystème, c'est le système formé par un environnement et par l'ensemble des espèces qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent. C'est-à-dire que lorsque un des éléments de cet écosystème disparaît, alors c'est tout le système qui est en péril. On vient de le voir pour les coraux et les Maldives. C'est pareil pour le reste de la planète. C'est ce sur quoi nous alerte notamment le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui nous a fait des scénarios sur ce qui risque de se passer, dans le meilleur des cas et dans le pire scénario. Dans tous les cas, on n'est pas le barré. Donc il faut absolument faire quelque chose. Beaucoup de citoyens appellent aujourd'hui à une transformation profonde des modes de vie, de production et de consommation. La transition écologique. C'est un concept élaboré par Rob Hopkins et qui prône le passage du mode actuel de production et de consommation à un mode plus écologique. Attention, il ne s'agit pas de verdir nos économies, mais de changer notre modèle économique et social qui doit transformer nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble. La transition écologique se veut donc solidaire. Elle se décline en différentes transitions. Une transition agroalimentaire, la transition énergétique, une transition industrielle, la préservation de la biodiversité, un urbanisme qui sera reconsidéré pour laisser plus de place à la nature et permettre de mieux respirer dans les villes, des transports qui seraient réorientés vers l'écomobilité avec l'autopartage, le covoiturage, le ferroutage, le télétravail, et une fiscalité réorganisée pour inciter à économiser les ressources. Un exemple serait de baisser vos impôts lorsque vous investissez pour pouvoir isoler votre logement. Cette transition se fait également à différentes échelles et elle est portée par différents acteurs. À l'échelle locale, les citoyens font des choix de vie, de consommation, des choix politiques. Ils agissent par le biais des ONG, comme par exemple Greenpeace, qui va alerter sur les choix des uns et des autres. On va également avoir à l'échelle locale des villes qui s'engagent dans des actions concrètes, des réglementations sur l'air, sur l'eau, la gestion des déchets. C'est par exemple le cas de Totnes en Angleterre, la ville de Rob Hopkins, et qui a été la première ville en transition écologique. À l'échelle des pays, les gouvernements proposent une relance verte. En France, ainsi, la Convention citoyenne pour le climat a fait 149 propositions pour le climat et une économie plus verte. Elle s'inscrit ainsi dans les propositions de l'Europe qui souhaite donner l'exemple avec un Green Deal, une relance verte pour toute l'Europe. À l'échelle mondiale, les pays tentent de s'entendre lors de conférences des parties. L'idée est de s'entendre pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. On avait pris un certain nombre de décisions à Paris en 2015 et tous les ans, on essaye d'avancer sur les différentes questions. Néanmoins, on a des difficultés à s'entendre et à faire entendre raison à pas mal de pays. En plus de cela, avec le coronavirus, cette année, la COP a été annulée et sera reportée en 2021. Donc c'est pas très très bon puisque on recule encore les échéances alors que cette COP 26 devait être très importante pour confirmer les engagements des réductions de gaz à effet de serre. Il y a pas mal de résistance à la transition. Le premier exemple serait les États-Unis qui se sont retirés justement des accords de Paris en 2019. Par ailleurs, on a encore quelques climato-sceptiques, mais plus tant que ça. Mais beaucoup disent que rien ne sert de changer nos comportements car l'homme n'est pas responsable du réchauffement climatique. Le climat change, mais c'est que du bonheur parce que ça ouvre par exemple de nouvelles routes pour les bateaux qui vont pouvoir passer par l'Arctique maintenant. Et ça donne accès à des nouvelles ressources pétrolières notamment. Donc c'est important et c'est intéressant pour toutes les économies qui sont portées par les lobbies des énergies fossiles, par exemple. Enfin, on va avoir des entreprises qui prônent un discours écologique, mais en définitive qui font du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils verdissent leur discours, mais ne changent rien à leur modèle d'entreprise. Cela s'est vu dans l'adoption de certains logos
où on va mettre vraiment du vert dedans, mais ça n'a pas toujours été suivi par des actes. Aujourd'hui, les ONG poussent les entreprises à ce que ce soit justement suivi par des actes et pas seulement du greenwashing. Vous avez ici les éléments de la conclusion et vous avez normalement compris pourquoi les sociétés doivent aujourd'hui entrer en transition, quels que soient les arguments qui diraient le contraire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la Web Galaxie de ma prof d'histoire. Au revoir.